Et ce soir, on a le plaisir d'être avec Louison, dessinatrice de presse. Bonsoir Louison, avec Pablo Pio-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir à vous bonsoir. Pablo. Avec Charles Consigny, avocat. Bonsoir Charles. Et on accueille nos deux invités du soir, Gérard Miller, psychiatre. Bonsoir à vous. Et David Guiraud, député La France Insoumise, NUPES du Nord. Bonsoir à tous les deux. Et on commence donc par ce tweet de Jean-Luc Mélenchon à propos d'une interview réalisée par Ruth Elkrieff. Je ne l'avais pas cité, c'est bien de Ruth Elkrieff dont il s'agit. Exactement. C'était pendant des échanges tendus hier sur LCI entre Ruth Elkrieff et le coordinateur d'LFI, Manuel Bompard, sur le Proche-Orient. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il a posté ce tweet. Ruth Elkrieff, manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte. Bravo Manuel Bompard pour la réplique. Elkrieff réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Ce qui vaut à Ruth Elkrieff d'être placée sous protection policière. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin aujourd'hui. Cible dans le dos de Mme Elkrieff, qui avait déjà eu comme beaucoup de menaces en tant que journaliste. Elle faisait son métier, qu'elle soit une bonne ou mauvaise journaliste. Pour M. Mélenchon, c'est pas le sujet. C'est une démocratie, les journalistes font ce qu'ils souhaitent et ils interrogent comme ils veulent les hommes ou les femmes politiques. Donc j'ai décidé ce matin, vu les menaces que M. Mélenchon et d'autres, puisque c'est un déchaînement de haine sur Internet, de remettre une protection policière à votre consoeur. Voilà où on en est dans le comportement irresponsable de la France Insoumise. Voilà, de protéger de façon policière des journalistes 24 heures sur 24 parce qu'on leur met des cibles dans le dos. Marine Tondelier pour Europe Écologie Les Verts, pour les écologistes, on ne dit plus Europe Écologie Les Verts aujourd'hui, a même tweeté suite à ce poste de Jean-Luc Mélenchon, efface ce qu'il n'a pas fait. Il aurait dû effacer. Moi, je suis fatigué en fait de ces accusations parce que depuis le début, et d'ailleurs j'espère que Mme Ruth Elkrieff va bien, nous ne sommes pas pour les menaces ni les insultes, mais depuis le début, ce qu'il se passe dans le traitement journalistique français est un naufrage. Un naufrage. Et Mme Elkrieff n'est pas accusée pour ce qu'elle est, elle est accusée pour ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait est grave. Quand elle, par exemple, prend un historien pour nier toute la question autour du génocide, qui est une question qui est posée aujourd'hui dans le débat public à Gaza, elle prend un historien, il y en a 800 des spécialistes du droit international, dont 9 qui sont spécialisés dans le génocide. Il n'y a même pas un mois qui ont sorti une tribune pour poser la question du génocide. C'est pas honnête. Mais vous savez bien, quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'elle méprise les musulmans, et Gérald Darmanin l'a dit d'ailleurs, on lui met une cible dans le dos. Vous vous rendez compte du danger que ça représente? Julie a raison, les mots sont graves. Un tweet de Jean-Luc Mélenchon. Les mots sont... Que vous puissiez l'accuser peut-être de manque d'objectivité. Après tout, ce ne serait pas la première journaliste à en manquer. Je ne dis pas qu'elle en manque, mais je dis ce ne serait pas la première, il y en a d'autres. De là à l'accuser de fanatisme et effectivement de mépriser les musulmans, c'est beaucoup tout de même. Je pourrais vous faire une liste longue comme le bras de ces déclarations sur les musulmans, mais là, en l'occurrence, il était question de la Palestine et de Gaza. Par exemple ? De la Palestine et de Gaza. Franchement, sur le voile, sur la baya, etc., il y en a eu plein, vraiment plein. Oui, sur la Palestine, vous n'en avez pas au moins une. La question de manipulatrice, par exemple, c'était sur la Palestine. Mais je vous donne des exemples concrets. Moi, j'ai jamais entendu Ruth Elkrieff. Non, simplement, je peux juste finir une phrase. Non, mais moi, je n'ai jamais entendu mépriser les musulmans. Je ne me suis pas dit en regardant une interview de Ruth Elkrieff, par Ruth Elkrieff, je dis oulala, quel mépris pour les musulmans. C'est normal, vous ne le voyez pas. Ah bon. Et c'est le problème d'ailleurs de ce qui se passe depuis un mois et quelques sur les plateaux télé, c'est que vous ne le voyez même pas. Je pense pas que vous soyez des monstres, hein, mais vous ne voyez pas le mal et les dégâts. Mais non, mais je vous le dis parce que c'est une discussion apaisée qu'on a. Mais vous ne comprenez pas les dégâts que vous faites. Ce que je trouve monstrueux, c'est d'accuser une journaliste d'être une fanatique et de l'accuser de mépriser les musulmans. Et donc, surtout dans les tensions dont on sait qu'en ce moment, vous ne vous rendez pas compte, des moments difficiles. Ruquier, on sait que c'est dangereux, que ce sont des mots dangereux tout de même. Vous ne vous rendez pas compte. C'est ça qui est monstrueux. Que ce qui est dangereux, par exemple, c'est que quand Mme Elkrieff dit que les ONG fait un édito entier sur le grand silence des ONG françaises sur le sort des otages israéliens, en citant nommément des ONG françaises avec son statut de journaliste, elle désinforme en citant par exemple une ONG comme Amnesty International qui sur la période a fait 4, 5 ou 6 tribunes. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous pensez que de la manipulation, si vous pensez que c'est vrai, vous pouvez effectivement l'accuser de ça sans pour autant aller jusqu'à l'accuser d'être une fanatique et aller jusqu'à dire qu'elle méprise les musulmans. Je suis assez d'accord avec... Enfin, je suis pas même assez d'accord, je suis complètement d'accord pour une fois avec Charles Consigny. Pardon, moi, pour avoir entendu plusieurs fois Ruth Elkrieff, je ne l'ai jamais entendu mépriser, comme vous le dites, ou comme M. Mélenchon le dit, les musulmans. Gérard Miller, vous ne vous rendez pas compte du mal après, je fais le tour que ces déclarations font. Gérard Miller. J'ai beau, Julie, être psychanalyste et non psychiatre, je vois quand même quand une situation est légèrement folle dingue. C'est le cas.
Ce qu'il faut comprendre, peut-être qu'il faut situer les choses par rapport à Mélenchon. Mélenchon, il a eu 4 vies. La première vie, c'est lorsqu'il était trotskiste jeune, dans un groupe d'ailleurs épouvantablement sectaire qui était un groupe Lamberti. C'était sa première vie. La deuxième vie, il l'a eue lorsqu'il était socialiste pendant très longtemps. Sa troisième vie, il l'a eue Parti de gauche, France Insoumise, lorsque pendant des années, il a essayé d'arriver, avec succès, on le voit, jusqu'à 22%, jusqu'à la NUPES. Et sa quatrième vie, c'est actuellement où, effectivement, embarrassé, me semble-t-il, comme une poule et parfois devant un couteau, il ne sait pas quoi faire de sa victoire relative, mais quand même importante aux dernières élections. Il a réussi à être le premier mouvement à gauche, il a réussi effectivement à avoir 75 députés, et depuis, c'est incontestable, David, que depuis 1 an, il y a coup sur coup des ratés. Il y a eu des ratés pendant l'affaire Quatennens, il y a eu des ratés pendant les retraites, il y a des ratés pendant, actuellement, ce conflit israélo-palestinien. J'ai appelé ça, en tout début d'édition, une radicalisation. Alors, le problème, c'est qu'il renoue avec sa première vie, qui était quand même d'un sectarisme épouvantable quand il était trotskisme, et avec ce qu'il avait appelé, à juste titre, le bruit et la fureur, qui a été une démarche positive pendant tout un temps, parce qu'il a secoué la classe politique, parce qu'il a donné confiance à beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est déplacé. Et ce qui est terrible, Est-ce qu'il contrôle tout ça selon vous? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que, alors qu'il a énormément de choses à dire juste sur la question palestinienne pour la prendre, que c'est indispensable de dénoncer la politique israélienne. Il arrive de tweet en tweet à se rendre inaudible. Et vous êtes obligé, David, de venir sur un plateau pour justifier un tweet qui est injustifiable, qui est une connerie, une faute politique. Ça ne justifie pas du tout pour autant qu'on le traite d'antisémite ou qu'on cherche à polémiquer là-dessus. Mais quel besoin actuellement? Alors que, franchement, la gauche a besoin d'unité. Quel besoin de se taper un tweet dévastateur de Tondelier, de taper sur... Il y a quelque chose qui ne va pas. Pardon, pas quelque chose. Quel est le besoin d'en parler une demi-heure? Non mais Monsieur Guiraud, c'est pas nous. C'est votre choix, c'est pas le mien. C'est pas nous qui avons pour répondre. Donc c'est pas nous qui avons votre choix éditorial. C'est pas nous qui avons tweeté efface. C'est Marine Tondelier au sein même de l'ex-NUPES. Pardon, mais elle n'est pas journaliste. Elle est leader politique. Écoutez, je m'excuse d'avoir dérangé la séance de développement personnel des Verts, qui était visiblement passionnante à leur dernier meeting. Mais est-ce que vous regrettez quand même les conséquences d'un tel acte? Elle est maintenant sous protection policière, Hôtel Krief, et c'est pas la première fois d'ailleurs. Donc ça, c'est de la faute de Jean-Luc Mélenchon. C'est la conséquence directe du tweet de Jean-Luc Mélenchon. À quel moment est-ce qu'on a appelé à faire preuve de violence? À quel moment? Là, vous êtes en train de nous attribuer des gestes que nous n'avons jamais fait. Vous savez que dans le contexte inflammable du moment, quand on la traite de manipulatrice, de fanatique qui méprise les musulmans, ça a des conséquences. Vous savez, je vais vous dire une chose. Alors, mais j'aimerais bien que vous appliquiez ce raisonnement à l'inverse sur votre propre métier. Parce que ce que vous faites aussi, ça a des conséquences. Vous comprenez? Par exemple, quand Mme Ruttel-Krief fait, la veille du tweet de Jean-Luc Mélenchon, un édito dans Le Point qui s'appelle, je le lis, « Regardez les individus en fonction de leur origine religieuse, Mélenchon connaît bien », où elle accuse Jean-Luc Mélenchon, justement, par rapport à son passé. Elle fait une dissection, une forme de dissection psychologique de son portrait, de son profil psychologique. Ça aussi, c'est insultant, alors, vous comprenez? Et ce que vous faites, et ce qui se passe dans le traitement de ce qui se passe à Gaza, du nettoyage ethnique à Gaza depuis 1 mois et demi, je vous le dis, est lamentable. Lamentable. Et c'est pas que Ruttel-Krief, ça concerne tous les médias malheureusement, mais vous êtes dans le déni d'humanité d'une partie de la population. David Guiraud, on va traiter le conflit le plus objectivement possible. David Guiraud, on va essayer de faire réagir aussi évidemment nos équipiers de ce soir, Charles Consigny, Louison et Pablo Purvien. Mais d'abord, on a Lisa Adef, merci, qui doit nous faire un point sur les différentes, on va dire, parce que c'est pas la première fois que ça les différents dérapages. Ça va pas vous plaire, je vous préviens, la séquence suivante. Ça va pas vous plaire. On va commencer par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui est allée en Israël pour un voyage de soutien avec plusieurs parlementaires. C'était en octobre dernier. Jean-Luc Mélenchon poste une vidéo de manifestation pour la défense du peuple palestinien et il légende « Voici la France ». Pendant ce temps, Mme Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. La présidente de l'Assemblée nationale accuse alors Jean-Luc Mélenchon de lui mettre une cible dans le dos. Elle dit qu'elle est convaincue que le mot camper n'a pas été choisi par hasard, en résonance historique à l'actualité du moment. Derrière, Jean-Luc Mélenchon s'est déjà aussi attaqué politiquement aux organisations juives. La plus récente, celle contre le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Le 9 octobre dernier, le CRIF organise plusieurs rassemblements de soutien à Israël après l'attaque du Hamas. Quelques heures plus tard, Jean-Luc Mélenchon tweet « En obligeant tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien, en acceptant de manifester avec le RN, en insultant les élus
futile du PS. Le CRIF a isolé et empêché la solidarité des Français avec la volonté de paix et la demande de cessez-le-feu immédiat. Les morts de tous côtés méritent mieux et notre compassion totale. Et en juillet déjà, le président du CRIF accusait Jean-Luc Mélenchon d'être prêt à sacrifier la République sur l'autel du communautarisme. C'était pendant une journée de commémoration. Jean-Luc Mélenchon lui répondait « C'est abject, l'extrême droite n'a plus de limite ». Il y a aussi eu des attaques contre la police, contre l'institution policière plus exactement. C'était en octobre 2018 lors des perquisitions menées au siège du mouvement La France Insoumise dans le cadre d'une enquête pour abus de confiance et recel qui vise plusieurs dirigeants. Face aux policiers devant la porte du local, Jean-Luc Mélenchon s'offusque de ne pouvoir y entrer et il dit « Vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local, nous ne sommes pas des voyous ou des bandits, je suis un parlementaire » et il termine par le fameux dont vous vous souvenez évidemment tous, « La République, c'est moi ». Et le lendemain des perquisitions, ce n'est pas contre la police qu'il est énervé, mais contre Jean-Jacques Bourdin. Écoutez. Bon, Monsieur Bourdin, nous ne sommes pas en gang. Nous ne volons mais vous n'êtes pas au-dessus des lois. Mais personne n'a dit qu'on était au-dessus de la loi. Nous avons le droit... Non, vous, Bourdin, vous allez vous calmer parce que je n'ai jamais dit ça. Non, d'abord. D'accord. Oui, vous allez vous... Mais les mots que vous employez... Je vais... Non, mais vous polémiquez, là. Vous polémiquez, là. Non, mais vous vous rendez compte des mots que vous prononcez ? Non, alors ça, pour une fois, on a eu les images. En revanche, on a manqué derrière vous pendant ce très beau, on va dire, débrief des différentes déclarations et différents dérapages de Jean-Luc Mélenchon, même si ça vous a un peu dérangé. On va évidemment vous donner... Moi, ça ne me dérange pas, ça m'arrange que vous faites. C'est peut-être la stratégie. Ça, on y reviendra. Ah, oui, effectivement, ça vous arrange peut-être. Mais ça donne exactement l'image que j'étais en train de décrire de ce que vous faites en ce moment dans les médias. Mais on va en reparler. Enfin, alors, Charles Consigny, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, j'en pense des choses qui peut-être vont vous surprendre, parce que je suis pour... Tant mieux. Oui, on va voir. D'abord, je suis pour une part d'excès en politique. Je pense que ce que fait là Jean-Luc Mélenchon, il l'a pensé. Je pense qu'il le fait dans un but stratégique. Mais cette forme excessive, si vous voulez, moi, ça rejoint ce que vient de dire David Guiraud, ça les arrange. Ça me bouleverse pas, cette forme excessive. Je considère que ça fait partie du débat. Et je considère par ailleurs que les éditorialistes que nous sommes font partie du débat politique et doivent parfois réagir et être parfois la cible, oui, d'une certaine exagération de la part des responsables politiques. Donc je suis pas sûr qu'il y ait lieu d'en faire une affaire d'État. Il aurait quand même été bien inspiré peut-être de présenter des excuses à Routel-Krief. Je pense que ça aurait été une bonne manière de passer à autre chose, mais apparemment c'est pas son style. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon rencontre un tel écho et pourquoi est-ce qu'il fait, à mon sens, un coup politique en se faisant le défenseur sans nuance de la cause gazaoui. C'est parce qu'il y a le sentiment, fondé ou pas, dans la population que ce sujet du conflit israélo-palestinien n'est pas traité de manière impartiale par les médias dans leur ensemble. Et ça, c'est quand même très intéressant. Je pense qu'il peut y avoir une part de complotisme ou de paranoïa parce que des gens se disent, des gens sympathisants de la cause gazaoui palestinienne se disent « Ah ben voilà, les médias, en fait, ils soutiennent toujours Israël ». Donc il y a ce vieux complotisme un peu larvé d'antisémitisme, mais il y a ce sentiment. Quand Dominique de Villepin a fait les déclarations qu'il a faites, il a rencontré un écho énorme, à mon avis, à cause de ça. Et donc, justifié ou injustifié ? Alors... ce que j'ai trouvé, son écho, je ne sais pas si... Moi, je souscrivais plutôt à ce que disait Dominique de Villepin de façon générale sur ce conflit, en disant attention... Donc vous trouvez que ce qu'on en a fait est injustifié ? Ce que je veux dire, c'est que je suis contre une réaction qui me paraît contre-productive de la part des médias, qui va consister à excommunier quelqu'un parce qu'il aura eu une pensée... soit un peu maladroite, soit excessive dans la forme. J'entendais récemment une éditorialiste qui disait il faut maintenant dieudonniser Mélenchon, il est très dangereux, en fait il faut en faire Dieudonné, il faut plus l'inviter. Certains même d'interdire carrément. Moi, je n'ai pas de sympathie politique pour les idées. Je ne dis pas que c'est ce qu'on pense, monsieur Guiraud. Je dis juste un constat. C'est pas ça. En fait, quand je vous ai dit que ça m'arrangeait ce que vous faisiez, c'est que pour moi, ça démontre ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire que depuis 1 mois et demi, ce qu'il se passe dans les médias français, c'est que vous avez des polémiques à répétition sur ce que les insoumis en général disent. Alors il y a eu M. de Villepin aussi, mais en gros des réactions sur des déclarations vis-à-vis de Gaza et de la Palestine, parce que c'est dans ce cadre-là que s'inscrit toute la réflexion. Depuis 1 mois et demi,
on a ça. Ensuite, on a un temps d'attention médiatique qui est Ça donné... dépend lesquels, pardon, à vous interrompre. Raquel Garrido, François Ruffin, qui sont à la France Insoumise, quand ils font des déclarations depuis le début du conflit, ces déclarations sont plutôt très très bien accueilles. On parle de Jean-Luc Mélenchon, on ne parle pas de toute la France Insoumise. Mais par exemple, ça m'a concerné moi. Vous aussi, vous avez dit. Mais moi, j'ai pas été bon. Voilà. Et ça arrive, mais j'ai pas été bon, mais ça a été 2 jours d'antenne. Tu vois, et après ça, donc il y a les polémiques. Il y a un autre bloc qui est normal sur, par exemple, la libération des otages israéliens, etc. Il y a un bloc de l'attention médiatique qui est donné à ça. Par contre, le temps d'attention médiatique qui est donné aux Palestiniens, il est ridiculement faible. Et c'est ça que moi je critique depuis le début. C'est cette espèce de négation de l'humanité d'une partie de la population. Je vous assure que ça fait 1 mois et demi qu'on couvre le conflit par exemple, et qu'on parle beaucoup de la situation à Gaza. Mais attendez, je veux pas que vous vous sentiez... On peut pas dire qu'il a... Franchement, on peut pas dire qu'il a Laissez-moi tort. finir une chose parce que, par exemple, là, on parle d'une journaliste, Ruth Elkrieff, qui est menacée. Moi, je la soutiens dans les demandes de protection si elle est vraiment menacée. D'accord ? Tous les insoumis le font. Je pense... Vous en doutez ? Je suis... Dites si elle est vraiment menacée. Non, si elle est menacée. Bah non, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est la phrase de trop. Ah bah non, c'est le ministère de l'Intérieur. Une fois de plus, vous êtes maladroit. Ah bah non, oui, vous voyez, c'est ça qui est terrible. Bah non, c'est pas terrible. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, je vais la remettre au présent simple, si vous voulez. Madame Elkrieff est menacée, elle doit être protégée. Mais vous voyez, l'énergie que vous mettez dans ces déclarations et dans ce débat, je pense qu'on aura passé plus de temps médiatique, et j'en suis même sûr, à parler de la protection de Madame Elkrieff que de parler des 60 journalistes morts à Gaza. Vous voyez ? Et c'est ça que je dénonce précisément. C'est que quand ce sont des morts, notamment 54 morts, journalistes palestiniens, on consacre 5 minutes dans une blague. Et ça, vous voyez, il y a plein de gens qui le voient et qui sont heurtés par cette négation de l'humanité d'une partie de la population. Il y a un truc qu'on n'a pas dit depuis le début et qui est en filigrane sans doute, mais Ruth Elkrieff, si elle n'est peut-être pas pratiquante et je ne sais rien, est une femme juive sur laquelle on a mis une cible aussi. C'est-à-dire qu'il fait Mélenchon en disant... Ruth Elkrieff, point, manipulatrice, pour moi, c'est l'image du marionnettiste, c'est des images qui sont immondes et qu'on n'a pas du tout envie d'avoir en tête. Et d'ailleurs, l'extrême droite a fait la même chose avec Patrick Cohen, autre journaliste. On se rejoint sur les extrêmes. Il y a une différence entre ce qu'a fait l'extrême droite et nous. Nous critiquons Madame Elkrieff pour ce qu'elle fait. L'extrême droite critique Monsieur Cohen en disant c'est parce que c'est Monsieur Cohen, c'est parce qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire un juif. C'est une différence. Non, je vous assure, relisez bien ce que disait l'extrême droite, les comptes d'extrême droite, etc. Moi, je vous défie de trouver dans nos rangs des gens de la France insoumise qui disent Madame Elkrieff manipule parce qu'elle est juive. Ça n'existe pas, vous voyez. Par contre, Monsieur Cohen manipule parce qu'il est juif et il fait partie du complot mondial juif. Je vous assure que dans les comptes d'extrême droite, vous allez en trouver. Alors moi, je partage quand même un peu ce que dit David Guiraud dans la mesure où c'est vrai qu'à chaque fois, je suis halluciné de devoir disserter pendant des heures sur les tweets de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est pas que là, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Je vois l'importance. Mais il est fait pour l'Élysée. C'est un fait. Exactement. Et d'abord, c'est énormément repris, pas que par les chaînes d'information connues, par tout le monde. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que à la base, moi j'ai regardé l'échange entre Ruth Elkrieff et Manuel Bompard et franchement je l'ai trouvé de très bonne tenue. J'étais plutôt d'accord avec Manuel Bompard dans ce qu'il disait à Ruth Elkrieff. C'est vrai que c'était un peu tendu, c'est parfois un peu tendu sur les plateaux, mais enfin c'est resté à un niveau tout à fait acceptable. Ce qu'on appelle un débat, effectivement. Et moi je suis pas sûr que Ruth Elkrieff soit très objective. En revanche, elle faisait son boulot elle donnait la contradiction à Manuel Bompard. Le problème, c'est systématiquement après Jean-Luc Mélenchon, il arrive avec un tweet, et là, c'est ce que disait Gérard, c'est-à-dire qu'il arrive avec un tweet qui met de l'huile sur le feu, avec des mots qui vont toujours un peu plus haut, c'est-à-dire que Manuel Bompard, il a bien expliqué que la grille de lecture de Ruth Elkrieff n'était pas la bonne, ou en tout cas n'était pas la sienne, qu'ils avaient des grilles de lecture différentes, etc. Et Jean-Luc Mélenchon, il arrive et il dit manipulatrice. Mais il le fait consciemment. Est-ce qu'il le fait consciemment ou est-ce qu'il a une utilisation de Twitter qui est un peu, je sais pas quoi. En fait, je m'en fous. Et en fait, au bout d'un moment, il faudrait que aussi le coordinateur de la France Insoumise, c'est Manuel Bompard. Le député de la Nation, c'est Manuel Bompard. C'est pas Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il est juste directeur de l'Institut de la police. Il y a une différence entre Guiraud et Mélenchon. Guiraud... Ah non, me faites pas ce coup-là. Je suis désolé, je dis ce que je pense. Guiraud, lorsqu'il a fait, effectivement, il dit « j'ai pas été très bon ». On peut même dire il a été très mauvais. Mais il le reconnaît. Il se rend compte qu'il y a eu quelque chose. Ménagez-moi parce que... Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Le problème, c'est quand même très simple, c'est qu'il a tout à fait raison, Guiraud, et la France Insoumise a raison. Le fait que la cause palestinienne, Julie, même si on en parle, elle est quand même radicalement sous-estimée dans les médias. Je suis désolé, j'écoute les médias comme vous. J'ai l'impression, effectivement, que avant déjà
le 7 octobre, quand on parlait des Palestiniens sur les chaînes de télé, je vous assure que c'était franchement rare. Il y a la cause palestinienne qui est une cause absolument juste. Il faut un État palestinien, c'est sous-estimé. Le problème, et Pablo vient de le redire, c'est que Mélenchon sait très bien qu'en faisant ce tweet, alors on ne va pas croire une seconde qu'il ne sait pas que ça va faire polémique, ça va occuper le terrain, ça va obliger Guiraud à venir se justifier, ça va empêcher de parler de l'essentiel. Moi, ce qui me tue, c'est que la cause palestinienne mérite mieux que ces Charles Consigny. Non, je trouve que c'est intéressant tout ce que vous dites. Après, je pense quand même que c'est une stratégie de la part de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout que ce soit fortuit. Je pense qu'il croit capter le vote des Français musulmans. Et c'est aussi son rapport. Non, mais il faut dire les choses. Mais si, il faut dire les choses. Avec le vote musulman. Mais par contre, il y a un truc de son rapport aux journalistes. Il faut dire les choses et au journalisme en général. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, et là pour le coup, c'est presque théorisé dans ses notes de blog de par le passé, il l'a théorisé. Il a un rapport très défiant. Les journalistes, c'est parmi la première profession de France la plus détestée ou dans laquelle les Français ont le moins confiance. Et en fait, il utilise ça aussi. Il utilise cette défiance pour dire bon bah voilà, de toute façon, y compris la presse de gauche a des problèmes avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne va pas chez Mediapart, par exemple. Ce qui est quand même un sujet quand on sait le poids qu'a Mediapart dans l'écosystème de la gauche. Tout ça, à mon avis, tout se concatène, tout se met les uns sur les autres. Mais encore une fois, franchement, mais moi, je préfère la parole de David Guiraud ou de Manuel Bompard ou de Mathilde Panot. Non, mais qui vaut quelque chose. Je dis Jean-Luc Mélenchon. Donc, non, mais en tout cas, attendez. Moi, Et après, on s'arrête. Gérard Miller disait... Il y a quelque chose qui n'allait pas, par exemple, dans ma prise de parole à Tunis. Qu'est-ce qui n'allait pas? Ce qui n'allait pas, c'est qu'il y avait, on va dire, un manque de compassion, un manque de sensibilité. Mais ce manque de compassion, par exemple, quand moi je reviens dessus, je constate que les médias, par contre, ne font pas le même exercice de conscience. C'est-à-dire que quand vous avez une journaliste comme Ruth El-Krief, qui, justement, dans son intervention, on parle du génocide à Gaza. On peut ne pas être d'accord, être d'accord. Moi, personnellement, par exemple, je n'emploie pas le terme, je parle de nettoyage ethnique, je pense que c'est la définition. Mais quand elle prend un historien, qui conteste l'utilisation du mot génocide. Ok, pourquoi pas? Mais qu'elle oublie de rappeler, en tant que journaliste, messieurs, dames, pas en tant qu'intervenante politique, c'est la différence entre elle et moi, qu'elle ne dit pas, par exemple, qu'il y en a 800 qui font une tribune pour dire qu'il y a tous les éléments d'un génocide qui sont sur la table en cours à Gaza, notamment la déshumanisation des Palestiniens. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent derrière de ça? Eh bien, les gens qui sont sensibles à la cause palestinienne, les gens qui ont une histoire de la colonisation, parce que vous savez, il y en a dans ce pays. C'est pas juste les musulmans, c'est ceux qui ont vécu la colonisation. Par exemple, nos compatriotes d'outre-mer. Vous voyez? Eh bien, eux qui ont vécu ces oppressions-là, qui sont les mêmes qui sont vécues par les Palestiniens? Ils se disent, mais attendez, nos souffrances ne comptent pas à leurs yeux. Et c'est exactement ça le problème aujourd'hui. C'est que la souffrance des Palestiniens, la souffrance de beaucoup de gens, ne compte pas aux yeux du système médiatique dans son ensemble. On est plusieurs à avoir travaillé avec Ruth El-Krief, notamment ici sur BFM TV. On salue son travail, c'est une excellente journaliste et c'est important de le rappeler. Mais... Voilà, et on lui apporte notre soutien. Mais elle dit des contre-vérités. Est-ce que vous pouvez en convenir? Par exemple, quand elle dit qu'il y a un silence sur le son procès ici, elle n'est pas là. Vous n'allez pas faire son procès ici. Il a bien été fait sur France 2, alors que Jean-Luc Mélenchon n'était pas là, le procès. Donc pourquoi est-ce qu'on s'indigne pas, justement? On l'invite souvent et il ne vient pas, Jean-Luc Mélenchon. Sur France 2 non, mais en tout cas, dans les médias, pour l'instant, on peut pas dire. Il tweet. Il y avait Pablo. Il tweet, mais il est peu présent sur les chaînes de télévision. Oui. Vous voyez, c'est ce traitement différentiel. On l'a même invité. Ce soir, il n'a pas répondu, Jean-Luc Mélenchon. Une mini-remarque, un truc que j'ai observé, c'est que sur le compte Twitter de Mélenchon, il y a une mention en bio. Il y avait marqué « Jean-Luc Mélenchon ne tweete pas en personne ». Et je me suis dit, donc, qui fait... J'ai peut-être une... C'est pas vous qui tweetez pour lui. Quelqu'un comprendrait. Il est précisé que c'est pas lui. Non, moi je tweete plus, des fois plus durement. Non, je sais pas. Il y a des gens de son équipe qui parfois tweetent pour lui, parfois c'est lui, j'en sais rien.